Écoutez le monde vétérinaire autrement sur Veto Micro, un podcast produit par Thémavet. Bonjour, je suis Colline Musel, vétérinaire, coach, formatrice et cofondatrice de Wondervet. Et moi je suis Marine Slove, vétérinaire, entrepreneur, podcasteuse et fondatrice de Thémavet. Bienvenue sur le podcast numéro 1 de la profession qui démontre qu'il y a 1000 façons d'être vétérinaire. Vous entendrez ici des consoeurs et des confrères, qu'ils soient praticiens ou non, raconter leur parcours professionnel, leurs réussites et les joies qui vont avec, mais aussi leurs difficultés et leurs échecs. C'est toujours avec le même enthousiasme que nous prêtons notre micro aux vétérinaires pour la 3e saison consécutive, pour continuer à nous raconter tels que nous sommes vraiment, interroger notre quotidien professionnel bien sûr, mais aussi et avant tout notre rapport à la vie, au monde animal et à la planète. Le tout saupoudré d'une bonne dose de déculpabilisation. Vous êtes ici chez nous. Mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle écoute! Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Claire Coureau sur le podcast. Bonjour Claire et bienvenue dans Veto Micro. Bonjour Colline. Alors Claire, tu es vétérinaire canin en zone rurale et ce depuis toujours. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est surtout que tu es une vétérinaire qui a 2 engagements très forts, l'écologie et le social. Pour la 2e fois de ta carrière, tu as réalisé un projet de construction de clinique et cette fois-ci, tu l'as fait seule et tu l'as fait de manière à ce qu'il respecte tout particulièrement tes valeurs écologiques et sociales. Ces valeurs que tu fais vivre dans le milieu professionnel, elles sont aussi présentes dans ta vie personnelle, sous diverses formes, notamment avec ton occupation de jardinage, puisque tu as une attention particulière pour le respect du vivant et que tu t'inspires des pratiques issues de permaculture et de l'agriculture biologique. Et parce que tu as un rôle de conseillère municipale et d'adjointe depuis plus de 10 ans, pour lequel tu agis dans le domaine de la jeunesse, de la restauration et des espaces verts. Tu es également une maman solo de 2 ados, donc tu as un planning bien chargé, comme tu me l'as dit pendant la préparation. Donc je te remercie de prendre du temps aujourd'hui pour discuter avec moi et permettre à nos auditrices et à nos auditeurs de découvrir ton parcours, qui j'espère saura inspirer certaines personnes dans leur parcours vers une pratique plus écologique et sociale dans leur vie professionnelle. Eh bien, avec plaisir. Alors sans plus tarder, je te propose qu'on passe à la première question traditionnelle de ce podcast. Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir vétérinaire ? Bonne question. J'ai su assez tardivement en fait que je voulais être vétérinaire, même si, on a tous, disons que j'ai des animaux depuis toute petite, donc j'ai des parents qui étaient dans la biologie l'un et l'autre, un dans la biologie animale et l'autre, dans la biologie végétale, donc on a toujours été très proches, du vivant en général, et de comment un corps fonctionne, qu'il soit, animal ou végétal. Et puis, j'avais vraiment une sensibilité, dans les études, une facilité, ça, pas forcément le cacher, et la biologie m'attirait particulièrement, mais l'écriture aussi. Donc j'ai hésité, un peu longuement entre ça et du journalisme scientifique, qui m'aurait bien plu aussi. Il fallait faire 2 fois des études, donc j'adore les études, mais à un moment, je me suis arrêtée à la fin de Veto. J'aurais pu enchaîner derrière, mais voilà, j'avais fait mon quota, d'années de partiels et voilà, je suis rentrée dans la vie active, j'avais envie de démarrer. Est-ce que tu te souviens, ce qui a fait pencher la balance vers vétérinaire plutôt que journaliste scientifique, du coup comme première fournée d'études, si je peux le dire comme ça? Je pense que de toute façon, il fallait commencer par les connaissances scientifiques, parce que je me voyais mal démarrer une école de journalisme et ensuite aller vers de la science. Ça aurait forcément été avec, la faculté, je le sentais moins bien. Donc, comme j'avais des capacités techniques, je me suis dit: «Bon, bah, je vais commencer par Veto et puis si j'ai le courage, j'enchaînerai derrière», voilà, je pourrais avoir une casquette supplémentaire si nécessaire et puis, bah, finalement, en découvrant, ce qu'on fait en pratique, hein, en école vétérinaire, j'ai trouvé, un intérêt, à la relation client, et puis au fait de, finalement, faire du diagnostic qui était un peu de l'enquête et ça ressemblait finalement à ce que j'aimais faire, donc je me suis Mmh. satisfaite, de ça. Ça fait combien de temps maintenant que tu pratiques? Et ben, je suis sortie en 2006 de Nantes, donc mon Dieu, bientôt 20 ans. Ça se voit pas comme ça, mais oui, ça commence à faire un petit peu de temps. OK, super et aujourd'hui,
Donc tu as un nouveau, projet, hein, qui vient juste, d'ouvrir ses portes puisque je crois que ça fait à peine un mois que ta clinique a vraiment, ouvert ses portes au public? Ça fait même, 15 jours. Donc ouais, c'est vraiment, c'est tout neuf là, voilà 2 semaines et demie maintenant. Donc oui, ça vient tout juste d'ouvrir. Eh ben, félicitations déjà pour, ce projet et cette ouverture qui vient juste vraiment d'arriver. Je me sens vraiment honorée d'être là, sur ces premiers jours parce que c'est quand même particulier dans une vie d'entreprise, dans une vie de structure, dans la vie d'un projet d'être là, quand ça vient de s'ouvrir au public. Il a mis combien de temps ce projet à voir le jour, pour toi dans le fait de te lancer seule dans la construction, d'avoir cette envie-là de le faire toute seule et de construire plutôt que de reprendre des parts quelque part? Enfin, tu vois? Ça a mis combien de temps pour toi? Moi, j'étais déjà associée avant dans une autre structure, donc ça a mis 3 ans, je dirais, au total. Il m'a fallu, 6 mois de réflexion personnelle, sur ce que je faisais dans ma précédente structure en tant qu'associée et le fait que j'avais envie de travailler un peu différemment. Ensuite, il a fallu, l'annoncer, puis, me dissocier, ce qui prend un petit peu de temps et puis j'avais une clause de non-concurrence derrière pendant 2 ans, mais c'était pile poil ce qui m'a servi pour ma réflexion, intellectuelle, business plan et création derrière. OK, super. Est-ce que tu serais d'accord, et vraiment, sens-toi vraiment libre si tu le sens pas, de nous dire, qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de faire un projet, toute seule plutôt que de rechercher, à rejoindre une équipe ou à faire différemment dans ton association? Justement, le fait que c'est pas si facile, une équipe, en tout cas, de décisionnaires, c'est pas forcément évident, pour justement l'avoir vécu dans cette précédente association où, de très bons vétérinaires travaillent là-bas, mais j'avais du mal à être en accord avec les valeurs, des uns et des autres et c'est vraiment comme un mariage, hein, donc c'est pas toujours, mais on n'est pas forcément prêt au même compromis qu'avec un mari. Donc j'avais parfois l'impression, oui, d'être en décalage et ayant vécu une précédente construction où là j'étais, collaboratrice libérale et pareil, là pour le coup, j'avais du mal à avoir du pouvoir, tout simplement. Voilà, là j'ai voulu me dire: «Bon, je serai décisionnaire, ce sera aussi ma responsabilité», donc c'est une pression, hein, supplémentaire et puis je verrai plus tard, une fois que ça roulera bien, si je veux y réassocier, d'autres personnes qui ont vraiment les mêmes valeurs que moi. Je voulais pas d'erreur de casting, ça c'était important et je voulais Ouais. prendre mon temps. Donc mais c'est aussi parce que je le pouvais, financièrement, hein. C'est sûr que tout le monde peut pas, s'installer tout seul et se dire: «Je vais construire quelque chose, d'un peu grand pour plus tard». J'ai eu une occasion, aussi, qui m'a permis de démarrer toute seule, quoi. Ouais, trop bien et merci d'en parler, hein, parce qu'effectivement, sur des projets d'ampleur, parce que la construction d'une clinique, c'est quand même, des très gros budgets, voilà, il y a des opportunités qui permettent de faire certaines choses, ou pas. Tu parles d'erreurs de casting et je pense que ça peut être une très bonne porte d'entrée, je crois vers le sujet, après, qui sera tes engagements écologiques et social. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, ce terme d'erreur de casting? Eh bien, c'est vraiment cet accord des valeurs, des gens avec lesquels tu travailles, en fait, j'ai j c'est difficile d'être à contre-courant constamment des autres, ou, de proposer des choses qui peuvent sembler, superflues, non utiles, voire, carrément, étonnantes, dans le groupe. Donc, j'avais besoin vraiment, que ce soit pour les salariés que j'ai embauchés, ou après plus tard pour les vétérinaires qui, je l'espère, viendront travailler avec moi. Je voulais trouver des gens qui ont vraiment, des valeurs de base identiques et où c'est fluide parce que ça crée de la détente au quotidien. C'est tellement Mmh. plus facile quand on va dans le même Ouais. sens et même dans la façon d'être, hein, dans les caractères. Donc là, je pense avoir, voilà, il y en a une que je connais depuis longtemps, donc je sais que je travaillerai bien avec elle et puis, mon autre assistante est toute nouvelle, mais pour l'instant, on sent on sent une harmonie et ça, c'est vraiment, agréable parce que du coup, c'est détendu, c'est et du coup, les idées s'ouvrent naturellement. On ose se parler, on n'est pas dans la crainte, quand on a un problème, on en parle, voilà, moi, j'avais besoin de cette relation de confiance, et forcément, ça vient avec des façons de penser un peu identiques quand même. Et donc j'entends qu'il y a une personne que tu connaissais déjà d'avant, donc avec laquelle,
Il y a pas eu enfin, comment tu t'y es pris peut-être tiens d'ailleurs je vais pas supposer, comment tu t'y es pris avec elle pour, lui la faire venir chez toi? Est-ce que tu as eu besoin de revérifier ses valeurs? Tu as eu besoin de reclarifier des choses ou vous aviez, vous saviez déjà que vous étiez sur la même longueur d'onde avec celle que tu connais depuis longtemps? Comment ça s'est fait? Alors effectivement, donc je la connais, j'ai travaillé avec elle une dizaine d'années et on est restés assez proches. Donc elle suivait le chantier, la création, voilà, on prenait un petit verre de temps en temps, un petit goûter, on se donnait des nouvelles et donc c'est elle, hein, spontanément, je pense que ça la gênera pas si je le dis. C'est elle qui est venue me voir en disant: «Bah, qu'est-ce que tu penserais du fait que je travaille avec toi?» En plus, on habite, à 500 mètres, l'une de l'autre et à 2 kilomètres de la clinique. Ça OK, semblait assez OK. logique, voilà et on se connaît pas forcément très intimement, mais suffisamment dans nos chemins de vie pour savoir que ça allait, fonctionner. OK, génial. Donc elle a fait une candidature spontanée et toi tu t'es dit, «Banco, on y va». Ouais, en plus une ASV expérimentée, dans une création, ça court pas forcément les rues. J'avais besoin de quelqu'un de bien Ouais, autonome parce que je savais que ma deuxième assistante, ne le serait pas, parce que ouais, c'est un temps partiel et que les temps partiels, c'est rare qu'on trouve des temps partiels autonomes. Donc c'était une débutante, je le OK. savais. Donc là, je suis contente d'avoir une épaule, sur laquelle me reposer en plus, et même au niveau du soutien moral, hein, c'est vrai on a les mêmes âges, on voilà, connaissant nos parcours de vie, on est vraiment dans le soutien, donc ça, c'est important pour moi. Ouais, génial. Et alors avec cette autre, assistante qui est à temps partiel et qui est, plus jeune, moins expérimentée, comment tu t'y es prise pour, la recruter, notamment pour vérifier, que sur les valeurs qui sont vraiment importantes pour toi, elle était, suffisamment proche, de toi et de l'autre, personne pour que ça puisse matcher? Je suis curieuse que tu m'emmènes, en fait, dans l'entretien, que tu nous racontes ça. C'était quoi ta stratégie pour vérifier ça, en fait? Parce que c'est particulier quand même comme sujet. Ouais, tout à fait. Alors déjà, j'ai demandé tout simplement à France Travail et donc j'ai été noyée sous les offres. Je pensais pas en obtenir autant. Et en fait, c'est le premier OK. CV que j'ai vu qui m'a plu. C'est assez étonnant, mais donc c'est une jeune femme en 2e phase de vie. Elle a fait ses enfants. Elle est plus mature quand même qu'une jeune femme qui viendrait juste de sortir de ses diplômes. Et puis, moi, je les ai fait venir, j'en ai eu plusieurs quand même qui sont venus et je les ai carrément fait venir sur le chantier et donc je leur ai montré, ce qui était en train de se construire, je leur ai parlé directement de tout ce qu'il y aurait en place. Donc je voulais voir directement sur leur visage OK. si oui ou non ça les boostait, si ça les stimulait ou si elles voyaient ça comme des contraintes. Et puis je leur ai demandé OK. dans leur vie personnelle si elles acceptaient de me le dire. Est-ce qu'elles avaient, le même type d'engagement? Donc elle, je me souviens, elle m'a dit: «Oh bah, moi les OK. toilettes sèches, j'en ai à la maison». Donc j'ai dit: «Bon bah, ça démarre bien», parce que c'est quand même un pas assez fort dans la conscience écologique. Donc je me suis dit: «Bon, ça n'est pas une qui fait des demi-mesures, elle va y aller franco, quoi». Et j'ai aimé sa maturité de reconversion professionnelle, sa douceur. Elle avait fait des études quand même, assez avancées, donc je savais que voilà, j'aurais du répondant derrière moi intellectuellement, voilà, ça s'est choisi comme ça, mais c'est la première finalement que j'ai vue et qui m'a plu. Ouais. J'ai même pas eu à galérer en fait et tant mieux. Trop bien, bah, c'est des petits, moi j'appelle ça des petits coups de pouce de l'univers, hein, quand les choses s'alignent et que c'est C'est facile ça. pour toi, ça fait du bien aussi des fois, on prend. Super, donc je trouve ça génial comme, stratégie. Bah, viens voir mon chantier, comme ça je t'explique, ce qu'il y aura. Donc, tu peux nous en dire un petit peu plus? Qu'est-ce qu'il y avait sur ce chantier qui te permettait de montrer l'engagement écologique que tu avais, au moment de cette construction? Eh bien, alors, elle est venue, je ne sais plus trop à quel stade elle est venue. C'était pas forcément très, très avancé, mais, j'avais des plans, donc j'ai pu lui montrer quand même un peu plus, en détail ce qui finirait par apparaître. Donc, je lui ai donc parlé directement des toilettes sèches parce que ça, c'était quand même quelque chose qui, au quotidien, c'est elles qui font le ménage. Donc, j'ai pas de femme de ménage en plus, donc il fallait qu'elle sache que ça, Mmh. c'était de leur ressort. Surtout qu'on fait aussi tout le compostage des matières, fécales des animaux et des litières végétales des chats, tout ça dans le même, sur les mêmes, OK. composteurs spécifiques.
Donc j'ai commencé à parler de ça et puis sur le mode constructif, donc le fait que l'isolation était, en panneaux, végétaux, qu'on avait une réserve, d'eau, enterrée, qu'on allait, vraiment travailler avec, une ventilation. Il y avait pas de climatisation, qu'on allait avoir une ventilation naturelle, voilà donc petit à petit, je lui ai fait visiter la clinique virtuelle finalement, en lui expliquant, Ouais. comment ça serait à terme et puis après on a parlé de ce que je comptais faire dans mes usages au quotidien, pour vérifier qu'elle était OK et OK. l'avantage, c'est comme elle démarrait dans le métier, j'ai pas eu à la reformater en Mmh. quelque sorte. C'est-à-dire que là, j'avais, Et ouais. une jeune femme motivée et complètement vierge d'a priori sur, comment on doit vendre un produit, qu'est-ce qu'on doit vendre comme produit, qu'est-ce qu'on conseille aux gens donc c'est chouette du coup, elle est très ouverte et elle apprend en fait sur le tas au fur et à mesure. Je reformate un peu plus finalement mon ancienne ASV, mais qui est extrêmement motivée OK. et qui du coup, passe son temps à réécouter les nouveaux discours parce qu'elle avait envie de ça. Elle avait envie de changement, donc elle est contente finalement de changer ses pratiques aussi. Ah génial. Comment ça s'est passé pour toi, concrètement, la construction de tes plans? Tu vois? Parce que j'entends qu'il y a vraiment quand même, il me semble et je me trompe peut-être, hein, mais que tu as vraiment des bases, théoriques, qu'il y a vraiment beaucoup de connaissances sur qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qu'on peut faire, à quoi il faut penser. Tu vois? Tu parles de toilettes, tu parles de ventilation, tu parles de composteur à l'extérieur. Il y a différents, l'isolation aussi, tu vois? Il y a différents niveaux. Comment tu t'y es prise, en fait, pour vraiment construire le projet pour que, il y ait, voilà, l'impact écologique qui soit vraiment réfléchi le mieux possible, en fait? Je me suis basée sur, 2 expériences préalables, donc une construction de clinique que j'avais faite il y a une petite quinzaine d'années, qui était une toute petite, c'était même un cabinet vétérinaire, qui n'avait pas du tout été fait sur un mode, OK. écologique, mais qui m'a donné des bases techniques sur comment on construit un bâtiment, déjà. Et puis sur ma propre maison qui pour le coup, elle, est une réhabilitation d'une vieille ruine, d'une ferme et que là, j'ai pris le temps avec, mon mari de concevoir de façon la plus écologique possible, en faisant forcément toujours financièrement parfois des compromis et donc j'ai toujours adoré moi l'architecture, le la construction donc petit à petit j'ai acquis, des connaissances et puis j'ai eu la chance là ce coup-ci en plus de travailler avec un constructeur, et un maître d'œuvre, un duo, assez sensationnel, qui ont tout de suite compris que j'adorais rentrer dans les détails techniques. On a pris 1 an quand même à travailler le projet avant de lancer le permis de construire donc on est allé jusque dans le moindre recoin des questions de ce qu'on allait mettre à l'intérieur de cette clinique avant de se lancer. D'ailleurs, ce que je peux conseiller aux gens, c'est de prendre un contractant général et pas un architecte parce qu'ils sont beaucoup plus limités dans leur, débordement de facturation et ça, c'est très, très intéressant parce qu'en fait, s'ils veulent déborder du montant prévu dans leur construction, ils doivent vous faire un avenant, ce qui n'a rien à voir avec les architectes qui ont le droit de déborder de 10 sans t'en parler. Donc j'ai bien aimé ce concept-là. On travaille beaucoup plus en amont, forcément. On budgétise extrêmement précisément, mais une fois qu'on se lance, la banque, il y a pas de mauvaise surprise et toi, tu as pas de mauvaise surprise non plus. Et puis le suivi a été vraiment super. Ces deux hommes-là en binôme étaient, voilà, ils m'expliquaient tout, ils savaient que j'aimais en fait, donc du coup, ils y allaient à fond dans les explications. Ça, j'ai beaucoup apprécié. Ouais, ça a dû être hyper nourrissant pour toi, d'avoir, cet apprentissage en plus et de pouvoir suivre les choses vraiment de près, pour ensuite pouvoir en parler. Parce que ça a aussi fait partie de ce qui était enfin, de ta stratégie pour, recruter, c'était de pouvoir parler de ce qui avait été fait et si les personnes que tu recrutes, elles ont des questions, bah, là, tu es en mesure de répondre parce que tu as compris, tu as suivi dans le détail, quoi. C'est ça, exactement et puis, parfois j'ai fait des compromis, hein. On peut pas non plus, parler de clinique parfaite, hein, loin de là, mais voilà, j'ai fait des compromis en connaissance de cause et en essayant voilà, de trouver ce qui avait le moins d'impact quand même pour l'environnement ou ce qui était, le plus fonctionnel aussi, hein, parce que j'ai beaucoup travaillé sur la fonctionnalité des pièces, des mouvements qu'on pouvait avoir dans la clinique, mais ça, c'est grâce, aux structures précédentes dans lesquelles j'ai Mmh. travaillé, plus celles que j'ai construites donc petit à petit, on s'imagine un plan parfait des circulations
Et j'ai la chance d'avoir une belle-sœur qui Ouais. fait des plans pour, des constructions de maisons. Donc elle a fait le premier plan avec moi, sur un week-end OK. et on est parti de cette base-là pour ensuite, proposer au maître d'œuvre, de travailler là-dessus, mais oui, ça finissait au bout de quasiment 20 ans, à être assez mûr dans ma tête. Mais ça a pris du temps, hein, ça se fait pas en 10 minutes. Ouais, j'imagine. Et peut-être que tu vas pouvoir, nous transmettre quelques petites pépites importantes. J'ai pas retenu là le vocabulaire que tu as employé pour dire plutôt que l'architecte. Comment ça s'appelle, l'autre métier? Un contractant général. Donc du coup, on signe un contrat et le contrat, il est associé à une somme et ça, c'est important parce que du coup, on part pas, tous azimuts, après avoir signé le contrat comme chez avec un architecte. Parfois, tu as des mauvaises surprises. J'avais eu ça avec ma maison personnelle, donc j'étais un petit peu, échaudée de ce côté-là et du coup, là, j'ai vraiment, par bouche à oreille, trouvé ce monsieur, et du coup, j'étais contente de savoir que j'avais des garde-fous, financiers. Ça, c'était important vu que je suis toute seule sur le projet. Fallait pas être en délicatesse à la fin et ne pas pouvoir payer, la fin de mon chantier, quoi. Oui, oui. Du coup, il y avait un contractant, avec, un maître d'œuvre? C'est ça, c'est le contractant général qui, en fait, a toute son équipe et dans son équipe, il a des maîtres d'œuvre qui sont sur les différents chantiers, et donc là, j'avais un maître d'œuvre attitré et ils étaient là tous les 2 systématiquement à toutes les réunions de chantier, donc c'était vraiment, très sérieux. Ouais. OK. Et ces personnes-là, ces 2 hommes-là, ils avaient, eux-mêmes, vraiment de l'expérience dans la construction de maisons écologiques ou bien ils ont fait avec toi? J'imagine que oui, mais je serais curieuse d'en s tu nous en dises un peu plus, en fait, sur Eh leur ben, propre, expertise. même pas, ouais, non, ils étaient, sont des professionnels du bâtiment professionnel. Donc, ils savent faire des choses, très variées et plus ou moins pointues. C'est-à-dire qu'ils m'expliquaient qu'ils peuvent faire, un garage avec une température contrôlée parce qu'il y a de la mécanique de pointe, ils ont fait des cabinets Ah ouais, médicaux, des choses très, très variées et donc ils se sont vraiment OK. adaptés à mes envies, à mes besoins, aux contraintes et donc on a cherché parfois, hein. Parfois on n'avait pas la solution immédiate, notamment pour Mmh. l'isolation. On a cherché un petit peu, parce qu'il fallait aussi que ce soit des choses validées par les bureaux de contrôle donc on met pas des bottes de paille dans un ERP facilement, donc du coup, voilà, il a fallu trouver des choses, validées qui passent les bureaux de contrôle derrière. Ça, c'était important. OK. C'est quoi ces bureaux de contrôle dont tu parles? Et ben, au cours des chantiers, en fait et à la fin des chantiers, tu sais, on vérifie sur, les incendies, l'étanchéité, la même juste la capacité d'isolation des matériaux, et tout ça, c'est fourni enfin, il y a des chiffres qui sont fournis par les fabricants de ces matériaux, de tous les matériaux d'ailleurs, pas que de l'isolation Ouais, et si tu as une absence OK. de chiffres, le bureau de contrôle, il sait pas et donc il veut pas. Donc il faut toujours avoir des produits, qui sont un peu techniquement validés, et dont on sait que, bah, sur l'étude thermique, il faudra telle épaisseur, ça va être bon, voilà, c'est des détails techniques, mais ils étaient là-dessus, ils sont restés assez stricts. Ils voulaient pas justement partir dans des constructions, qui risqueraient de pas être, validées et où j'aurais pas pu après, travailler correctement, quoi. Bah oui. Oui, oui. En tout cas, ce que je retiens et peut-être que j'ai envie de répéter parce que ça me semble vachement précieux comme information, c'est que c'est possible de construire un bâtiment, avec, en réfléchissant à ce que l'impact écologique soit le plus faible possible, même si bien sûr j'ai entendu qu'il y avait par endroits des compromis à faire, de le faire avec des personnes qui n'ont pas d'expérience spécifique sur ça, mais qui ont une autre expertise. Et là, en l'occurrence, ils ont une expertise sur le bâtiment professionnel, mais je trouve ça hyper précieux de se dire, en fait, des gens qui sont motivés, qui ont envie, qui trouvent le projet intéressant, même s'ils sont pas spécialistes du sujet, de l'écologie, ils peuvent, réfléchir avec toi et ils peuvent, aider à ce que, le projet, il se fasse avec cet engagement-là, quoi. C'est exactement ça. C'était des techniciens et ils avaient envie de progresser, dans mon idée à moi et du coup, même si au départ ils étaient pas forcément à l'aise avec tous les sujets, les toilettes sèches, ça a beaucoup perturbé, mon contractant général qui a quand même mis des évacuations au cas où, parce qu'il avait très peur que plus tard les réglementations changent et que je puisse plus utiliser les toilettes et qu'il faille tout casser, ce qui était futé, hein. Donc il a pris plein de petits garde-fous, mais il y est allé en confiance. Alors il savait que c'était ça que je voulais, il allait pas lutter contre, sinon je cherchais quelqu'un d'autre. Enfin, il devait bien se douter, qu'il fallait partir avec ça directement, en tête, quoi. Donc il a pas du tout cherché à fabriquer un bâtiment, sans moi. On l'a vraiment, fait ensemble, quoi.
Génial, ça donne envie. Ça me donne envie de me lancer dans la construction d'un bâtiment. D'avoir des gens comme ça qui sont ouverts, qui cherchent et qui Mais moi, j'adore, hein, si je pouvais faire une clinique, tous les 3 ans, moi, j'adorerais. J'adore construire donc après là, j'ai plus les sous du tout, mais j'avoue que peut-être qu'un jour, je donnerai des conseils aux gens, qui sait? ouais. Bah, en tout cas, là, tu as l'occasion dans ce podcast de le faire un peu, si tu le souhaites, de dire, ton parcours. Enfin, on est vraiment là pour ça, donc s'il y a des choses, on verra, hein. J'ai prévu qu'on ait un temps pour, que tu puisses transmettre s'il y a plein de choses que tu as envie de transmettre qu'on n'aura pas vues ensemble dans ce podcast. On a beaucoup parlé là, de l'engagement, écologique, sur la construction du bâtiment et tu parlais aussi, de cet aspect-là dans les pratiques et je veux bien que tu en dises un petit peu plus sur des exemples vraiment très concrets dans le quotidien. Qu'est-ce qui existe en fait dans ta structure qui diffère d'une structure, qui aurait pas, spécialement pris le temps de se poser ces questions-là d'écologie et que tu fais toi qui est différent du coup? Sur la gestion, du jetable, clairement, tous les produits à usage unique de type, sopalin pour nettoyer les tables, à l'aise sous les animaux, que ce soit au chenil ou lors des chirurgies, tout ça, nous, on a banni. C'est-à-dire que j'en ai un tout petit peu au cas où j'ai une chirurgie extrêmement salissante, qui nécessite d'avoir quelque chose, de jetable parce que je vais pourrir la serviette que je vais utiliser. Mais sinon, on est vraiment énormément Mmh. en lavable. Là, on va passer au champ, lavable OK. également pour les chirurgies. J'attendais de me lancer un petit peu et puis de prendre des habitudes. Je voulais pas tout installer ensemble, pour que les filles soient pas non plus, débordées d'informations. Donc ça déjà, voilà, tout ce qui est usage unique, même sur l'usage c'est bête, mais de ma seringue, je vais prendre, la même seringue pour un seul animal, si je lui fais 2 injections. Je vais pas jeter entre les 2. Je vais changer mon aiguille, mais je vais pas changer forcément ma seringue parce que, je suis en train de faire les 2 injections sur le chat que je viens de stériliser. Donc plein de petites choses où en tout cas je fais attention. J'essaye de Mmh. pas, jeter tout de suite dans la poubelle et de me dire: «Oh bah, c'est pas grave, je vais en reprendre une, ça ira bien», donc sur ça et du coup derrière sur la gestion des déchets, on est vraiment, on a des poubelles, en nombre assez incalculable, partout dans toute la structure et on a vraiment, soin de pas jeter, «Ouf, allez hop dans la poubelle noire parce que c'est pas grave, ça sera géré par quelqu'un d'autre». Voilà, ça nous soucie. Donc ça demande un peu de temps, hein, ça c'est sûr, et un peu de concentration pour pas jeter tout n'importe comment, pour séparer le papier du plastique, par exemple, sur, l'emballage d'une seringue. C'est bête, mais faut le faire Mmh. plutôt que de tout jeter dans la poubelle noire. Donc voilà, ça, c'est vraiment, je pense, ce qui est le plus présent au quotidien. Ne pas utiliser ce qu'on n'a pas besoin d'utiliser et ne pas jeter n'importe comment. Ça, c'est très important, dans ce qu'on fait tous les jours. Et puis après, il y a plein de choses sur les gestions, on Ouais. va dire des flux, hein, donc la gestion de l'eau, si on n'a pas besoin d'en utiliser ou si on peut la réutiliser. Tu vois, quand on fait, chauffer de l'eau pour une bouillotte, l'eau froide qui coule avant, on la garde dans un seau, on la récupère pour plus tard, on essaye de pas gâcher en fait. C'est une gestion, en bonne mère de famille. Mais voilà, on gâche rien, on garde pour plus tard, on imprime le moins possible, on essaye à chaque fois qu'on fait quelque chose, on se dit: «Est-ce que j'ai besoin de cet, objet-là ou pas?» en fait. Incroyable et j'entends qu'il y a, du coup, des habitudes dans les gestes parce que ouvrir une seringue, on peut le faire en craquant le papier ou on peut le faire en séparant dès l'ouverture les 2. Moi je me C'est souviens, ça. j'ai craqué beaucoup, beaucoup d'emballages avant de me rendre compte parce que mon éveil écologique, il a mis un petit peu de temps à arriver. Mais j'ai mis vraiment beaucoup de temps avant de me dire: «C'est pas hyper malin ce que je suis en train de faire, si je pense à ce que ça crée comme déchets et à ce que ça crée comme, pollution», tout ça et en fait, c'est du geste, c'est, changer le geste et je trouve ça chouette, cette conscience que tu as que l'ASV qui est, nouvelle et ben, elle a des gestes à apprendre et c'est peut-être plus facile que désapprendre et reapprendre un nouveau geste et changer des anciennes habitudes, quoi. Exactement et pour avoir travaillé dans d'autres structures, en attendant que ma construction se fasse, où on a mis en place certains tris un peu particuliers de plastique souple, par exemple. Je ne sais pas si les gens connaissent, Plast2Be, qui est une Mmh. entreprise qui récupère les plastiques souples pour en faire des petites pelles à litière, des crochets à tic, des choses comme ça. Et ben, ça, quand les gens n'ont pas l'habitude et qui craquent, mais moi je suis pas une craqueuse, qui craquent les paquets, comme tu dis, de seringues et d'aiguilles, c'est très difficile, je les voyais soupirer, ils avaient beaucoup de mal à, ouvrir correctement et à séparer.
Mais je pense vraiment que c'est dépendant de ta motivation et une fois que c'est pris comme geste, mais moi, j'y réfléchis même plus, en fait, hein, mais par contre, il faut des poubelles partout. Il faut pas lésiner sur les poubelles et ça coûte cher, les poubelles, mais il faut en mettre dans toutes les pièces Ouais. et il faut finalement que ta poubelle la moins utile, celle que j'appelle l'ultime, la poubelle noire, ce soit la plus petite. Parce que du coup, tu es pas en train de te dire: «Je vais mettre ça là-dedans, ça ira bien», donc les autres poubelles doivent être bien identifiées, bien grandes, adaptées en taille, en praticité et puis, la petite ultime là, qui est nulle et ben, elle est toute petite, elle est dans son coin et elle ne sert que si on n'a pas le choix, en fait. Et ça marche bien, en identifiant bien partout parce que les gens ont le OK. droit de plus savoir dans quelle poubelle il faut mettre, donc on a mis des petites étiqueteuses, on a mis Ouais, bien des sûr. étiquettes partout. Mais du coup, ça aide bien, parce qu'on n'est pas toujours concentré sur, où mettre, son déchet. Et puis nous, dans notre communauté de communes, c'est de l'enfouissement, la poubelle ultime. Donc c'était encore plus vital pour moi. Il était hors de question que j'aille enfouir pendant des siècles, des déchets, médicaux plastifiés, comme ça, sans me poser de questions. Nous, c'est pas de l'incinération, donc c'était de toute façon pas un choix, enfin, c'était obligatoire. Mmh. Si on rentre un tout petit peu dans le détail, combien, tu as de poubelles, dans une salle? Tu as besoin d'avoir donc une noire, une papier, une plastique, arrête-moi si je dis des bêtises, hein, mais du coup, je veux bien que tu nous dises, du coup, ça fait combien de Ouais. poubelles à chaque fois? Alors, il faut donc effectivement la noire qui normalement vient en dernier. Il faut une poubelle, carton, plastique rigide, celle qui va finalement finir aux déchets recyclés, par tous les particuliers, donc la fameuse OK. poubelle jaune, de tout le monde. J'ai une poubelle à part pour les plastiques souples médicaux parce que j'ai une filière spécifique de recyclage de ça, comme je te disais tout à l'heure, donc Place2Be. Donc là, c'est récupéré par la centrale d'achat et ensuite, ça repart, dans cette entreprise qui vraiment en refait directement des petits objets en plastique. J'ai des composteurs dans chaque poubelle, dans chaque, salle, OK. donc un petit composteur pour, le rare petit morceau de sopalin parce que tu as ramassé un caca, le caca en question, les poils, donc là, on est en train de mettre tous les poils. Et l'autre jour, on a mis des dents, je pars Ouais. dans des détails bizarres, mais on s'est dit que quand ils allaient faire des fouilles archéologiques de mon compost, ils allaient trouver des trucs bizarres. En fait, tout ce qui est voilà, tout ce qui est vivant, on a mis ça là-dedans. J'ai bien sûr, les dasseries, donc piquant, coupant, séparés de tout ce qui est, Oui. sanguin, dégoulinant, contaminé et puis j'ai les, médicaments non utilisés, les MNU, donc qui sont les médicaments, entamés, plaquettes, flacons et j'ai le verre, encore à part parce que dans notre communauté de communes, on sépare le verre et le papier, parce qu'on va les mettre carrément dans des bacs de recyclage. Donc j'ai pas compté, mais ça fait beaucoup. Ce que tu nous dis, sur, enfin, ce conseil, il semble, je pense fondamental. C'est un investissement, les poubelles, mais c'est un investissement, qui est, hyper, hyper précieux pour, lever, certains facteurs de résistance au changement. En fait, déjà les gens, on leur demande de changer leurs gestes. Si en plus on leur demande de faire, 4 allers-retours de plus pour aller à la bonne poubelle, d'ouvrir 3 portes, de trucs, ils vont pas le faire en fait. Enfin, ça augmente la friction. Alors que mettre des poubelles partout, ça demande de l'organisation, ça demande de réfléchir comment on fait pour qu'elles soient accessibles, qu'elles soient visibles, aider les gens à se souvenir quoi va où, vraiment faciliter tout ça. Et il me semble que c'est un critère fondamental pour les gens qui veulent augmenter la qualité du tri de leurs déchets, de dire, bah, en fait, il faut vraiment mettre ce tri accessible partout. Donc ça va faire beaucoup de poubelles effectivement si on compte la quantité par pièce. Mais, OK, trop bien, je trouve ça très concret et ça me donne vraiment envie d'en parler à beaucoup de gens. C'est exactement ça et derrière il y a ça crée aussi des rituels, c'est-à-dire que le soir, les ASV, elles, rassemblent toutes les poubelles en une seule pour pas alors on a de sacs poubelles que dans la poubelle ultime parce que, de fait, voilà, on ferme notre sac et mais même comme ça, elles arrivent à rassembler, les poubelles ultimes les unes avec les autres dans un seul sac poubelle. On est vraiment dans l'usage, minimal, de choses à jeter et bon, alors c'est sûr, c'est facile en création, hein. On démarre doucement, on n'est pas overbooké,
régulier, on prend nos rythmes, on prend nos habitudes. C'est sûr que si tu mets en place du jour au lendemain les poubelles dans une structure qui tourne avec beaucoup, beaucoup de vétos, beaucoup d'assistantes différents, c'est sûrement plus difficile et ça met un petit peu de temps à se mettre en place. Mais je pense qu'avec de la bienveillance et des petits rappels réguliers, si tu as pas une personne, on va dire, trop désordonnée, pour pas dire de gros mots, normalement, on s'en sort, c'est ça si s'ils ont compris l'intérêt de le faire, ça se fait bien. Oui, et puis ça peut se faire, en ajoutant, une poubelle à la fois. Tu vois, tu peux dire: «Bah, Exactement. maintenant, pour les poêles, le petit caca, on va mettre un compost» ou alors et en plus, si je fais un tout petit peu de mon expertise là, ça se co-construit une décision comme ça. Donc ça peut être aussi, en équipe de discuter, on a un la personne qui porte le projet, elle peut dire: «Ben, moi j'ai envie que dans la structure, il y ait un engagement plus écologique». Heu Qu'est-ce que vous connaissez à l'écologie? Et s'il y a déjà une idée sur les poubelles, comment vous le voyez? Moi, je voudrais qu'on change les poubelles. Comment vous le voyez? Qu'est-ce que vous connaissez? Qu'est-ce qui vous semble faisable? C'est plus l'équipe, elle est partie prenante de la décision et plus ce sera facile de s'y tenir et de s'encourager, les uns les autres et qu'il y ait pas qu'une personne qui tient vraiment au projet qui pousse ou qui tire parce que sinon, ça s'épuise, quoi. C'est complètement ça, contrairement à dans certains grands groupes, vétérinaires où d'un seul coup on met en place, des chartes mais qui sont un peu contraintes, voilà. Si c'est pas unilatéral, si ça a été co-construit et si c'est progressif, je pense que, ça se fait et en fait, en plus, Mmh. on a on retire une satisfaction derrière de ce travail-là qui est différent de juste, faire ton taf bêtement, sans te poser de questions et je pense que là, on arrive au côté social et à l'intérêt de ton travail et de ce que tu fais. Et si c'est en accord avec tes valeurs personnelles, tu as plus de plaisir à travailler. Ça semble parfaitement, logique, en fait. Si au boulot, tu fais un truc Et qui ouais. te plaît pas, bah, tu prends moins de plaisir dans ton travail, quoi. Mmh. Eh oui, c'est sûr. Et là, tu soulèves un point qui est hyper intéressant, en plus de nous faire une magnifique transition vers le social. Donc toi, tu as fait le choix de recruter des personnes qui sont vraiment, très proches de tes valeurs, pour qui ça c'est nourrissant d'avoir une attention toute particulière à l'écologie, à l'impact sur la planète. Qu'est-ce que tu pourrais, donner comme conseil ou qu'est-ce que tu aurais envie de dire à des personnes qui ont cet engagement, écologique, qui ont envie d'agir et qui ont autour d'elles des personnes pour qui c'est vraiment pas du tout dans les priorités et donc qui n'ont pas ce levier-là tu vas nourrir tes valeurs, en fait? C'est forcément plus difficile, je pense, hein, ça c'est sûr, parce que la personne Mmh. n'aura pas forcément envie de changer ses habitudes. Après, ce qu'on peut mettre en avant, c'est le fait qu'on a quand même une clientèle qui est de plus en plus demandeuse de ça et de communication sur le sujet. Nous, on a mis nos valeurs en fait sur le mur de l'accueil, donc les gens ils savent qu'ils viennent chercher quelque chose d'un petit peu différent, ou qu'en tout cas, même s'ils n'ont pas fait exprès, ils vont se retrouver dans une structure un petit peu différente. On peut aussi éduquer du coup la clientèle aussi par ce biais-là. Donc ceux qui seront attirés, on va dire, par, bêtement, le chiffre d'affaires, de la structure, ils vont attirer de nouveaux clients, si ça peut les convaincre éventuellement. Et puis, oui, c'est une image de marque, hein, c'est du branding comme on dit. Moi, c'était pas du tout vers ça que moi j'allais, mais je sais que Ouais. certains grands groupes le font en partie pour ça aussi, hein, clairement. Oui et finalement, si c'est pas du washing dans le sens où on dit mais en fait on fait pas vraiment, s'il y a par opportunisme dans tout ce que ça a de très vertueux, l'opportunisme, bon, bah, parce que c'est dans l'air du temps, ça va plaire, ça va nous faire gagner de la clientèle et ben, on est prêt à faire ces changements. Finalement, c'est des stratégies qui sont valables du moment que finalement il y a un impact, sur la planète. En tout cas, ça peut être des leviers, quoi, j'entends. Ouais et puis je pense que c'est vertueux, c'est un cercle vertueux parce que une fois que tu as pris ces habitudes-là, peut-être pour des raisons, parce qu'on t'y a contraint ou parce que c'est mieux, parce que ça attire du monde, tu as le droit d'avoir d'un seul coup, une épiphanie là, d'un seul coup, une révélation, te dire, Mmh. «Mais en fait, c'est important et puis c'est pas si difficile, ce que je fais». Je sais que souvent, la conscience écologique, ça vient par exemple quand tu as tes enfants. Moi, c'est quand j'ai eu mon premier enfant qu'on souvent on se dit: «Ah, c'est là qu'on se met à faire des petits pots bio» et puis d'un seul coup,
on se réveille, on se dit: «Ah oui, mais et les couches et ci et ça et ça» et c'est là, en fait, qu'a émergé, moi, ma conscience écologique alors qu'avant, je pense pas Mmh. avoir été mal élevée par ma famille, mais cette conscience Ouais, écologique, elle est venue d'un coup. Donc après tout, pourquoi pas des révélations au sein de certaines personnes, qui se disent: «Bah, ouais, finalement, c'est super faisable, les retours sont très positifs, moi, je suis contente». Il y a aussi des intérêts économiques, hein, c'est bête, mais si les poubelles sont pesées dans la commune où tu es, c'est plus intéressant d'en avoir moins. Si l'électricité, te coûte moins cher, si, tu consommes moins d'eau, bah, tu as moins de factures. Donc certaines personnes peuvent être vraiment touchées aussi au départ par l'aspect, purement économique, et ouais. puis, après se dire: «Bah, finalement, c'est chouette, ça fonctionne bien». Et ça fonctionne bien, avec, des changements à faire, mais qui sont pas forcément, des énormément chronophages. C'est vrai, au quotidien, à part, je te dis, cette gestion un peu, du côté, est-ce que j'utilise un objet si j'en ai pas besoin? Donc là, il y a un peu de réflexion, mais ça devient un jeu, en fait. C'est à celui qui consommera, le moins de trucs, quoi. Et donc c'est un peu c'est rigolo, on se trouve des astuces entre nous et on dit: «Ah tiens, moi j'avais pas pensé qu'on pouvait faire comme ça et c'est pas bête si on réutilise, par exemple, le papier de l'intérieur des gants chirurgicaux, pour poser sur un champ en tissu qui, lui, n'était pas stérile, mais parce que je vais faire une chirurgie de 15 minutes, finalement, je me suis créé un champ stérile avec des objets qui existaient déjà, voilà, c'est les idées des uns et des autres et j'ai pompé beaucoup et il faut que je le dise quand même, j'ai pompé beaucoup sur le site, Ecoveto, qui est quand même un site, Mmh. avec des vétérinaires engagés là-dedans et donc au départ, mes bonnes idées, elles sont quand même beaucoup venues de là dans la pratique quotidienne. Pas dans le projet constructif parce que ça, j'avais Ouais, un peu d'expérience, mais vraiment dans la pratique quotidienne, des ouais, bonnes idées où on se dit: «Bah, pourquoi pas? Après tout, pourquoi pas mettre un coup d'alcool sur mes ouais, lames de microscope et les réutiliser?» Des trucs, tout bêtes, quoi. ouais. Et merci, de prendre le temps, hein, de nommer, tes sources, tes sources d'inspiration parce que je pense qu'il y a pas forcément besoin de réinventer la roue, pour faire des super gestes, écolos. Il y a des personnes qui ont déjà eu des idées qui sont géniales, qui fonctionnent hyper bien. Il y a probablement des nouvelles idées qui vont venir dans les années à venir. Mais, merci de nommer qu'il y a des gens qui ont déjà bien réfléchi et qui ont pensé à des trucs et que ça peut vraiment être facile à mettre en place au quotidien et qu'il s'agit de trouver, où sont les idées et pas de réussir à être soi-même, créateur ou créatrice de l'idée, quoi. Donc c'est chouette. Donc Ecoveto à aller voir, pour trouver ses idées. Exactement et puis, il faut dire aussi que chez Ecoveto, bah, ils font la biblio, c'est-à-dire que toi, tu as pas besoin de la faire. Donc ça, c'est vachement bien parce que Mmh. c'est bien de se dire: «Allez, je vais nettoyer, ma table avec une lingette en microfibre», mais est-ce que vraiment je prends un risque pour ma clientèle, pour, les animaux? Moi, on est des scientifiques, donc on a besoin, Ouais, d'études, de preuves, et donc bien moi, ce sûr. que j'aime, c'est ça, c'est d'essayer d'avoir quand même des preuves que ce que je fais, c'est pas juste des convictions personnelles et du n'importe quoi. Donc c'est pas toujours facile, hein, de trouver, franchement, j'admire ceux Ouais, qui cherchent la biblio parce que, c'est parfois assez rare, mais ouais, ça c'est un plus, c'est qu'en plus, ces choses-là, elles ont été, soit validées par une expérience, longue, de certaines personnes, soit carrément avec des études scientifiques. Donc on sait on va pas dans le mauvais sens, quoi. On fait pas n'importe quoi. ouais. Tu parlais tout à l'heure de l'éveil à l'écologie, de l'épiphanie et tu disais que toi, tu l'as eu au moment de ton premier enfant. Donc tu as dit que c'était des ados, c'était il y a combien de temps? Eh ben 14 ans déjà. 14 ans, donc ça fait 14 ans que tu es maman et que tu es éveillée à l'écologie. Tu as nommé le fait que tu avais commencé, par les petits pots, bio, donc pour nourrir ton bébé. Est-ce que tu te souviens de la première action, en faveur de l'écologie que tu as menée du coup dans ton entreprise, enfin dans le lieu professionnel sur lequel tu étais à ce moment-là? Alors à la clinique où j'étais associée, j'ai pas pu mettre en place beaucoup de choses parce que j'ai pas forcément proposé, hein, j'étais pas forcément prête. Par contre dans les 2 années de OK, construction de la structure là, j'ai travaillé pour une chaîne, je dois dire quand même à l'initiative de cette chaîne-là, ils ont ce qu'on appelle des colibris qui sont les vétos un peu, en charge du développement durable de la structure il y a des formations qui OK. sont proposées et c'est eux qui m'ont parlé, du coup de Place2Be pour les plastiques souples et du coup, c'est
c'est comme ça que là, par contre, on m'a demandé de le mettre en place dans cette structure-là. Donc j'ai pu voir les freins OK. de certaines personnes qui sont pas motivées, et donc Mmh. l'intérêt aussi d'avoir des valeurs de départ qui sont quand même assez proches. Donc on a commencé par ce geste du tri des plastiques, médicaux souples, pour pouvoir, éviter de mettre ça, dans une poubelle jaune où tu sais pas du tout si ça va être, recyclé correctement, ou pire dans la fameuse poubelle noire, où chez moi ça serait enfoui, sous terre pendant des siècles. Ouais, donc on a retenu, hein, la poubelle noire, la plus petite possible, si C'est on a ça. envie de faire attention, à la notion de l'écologie. Tu parlais tout à l'heure du social, parce que donc on a beaucoup parlé, d'écologie, mais il y a aussi une autre dimension qui est vraiment importante, pour toi aujourd'hui, c'est l'aspect social. Comment tu définirais, pour toi le social aujourd'hui? Qu'est-ce que tu en dis? Alors je suis pas, une Je te experte pose du une tout, colle? hein, mais ouais, non, non, mais je pense que ce que je veux, c'est que les gens qui travaillent ici soient heureux d'y travailler, et donc pour avoir ce bonheur, il faut, OK. que les gens se sentent, écoutés. Ça, c'est hyper important, et écouter, mais du coup derrière qu'il y ait des actions qui soient mises en place, et pas juste fait une réunion tous les mois pour que tout le monde soit content, mais il se passe jamais rien derrière. Donc il faut derrière, faire ce qu'on a dit, ou en tout cas essayer, expérimenter, s'écouter, même si on sait qu'on n'est pas forcément d'égal à égal dans nos compétences puisqu'on n'a pas les mêmes métiers. Voilà, être capable d'accepter les idées des uns et Mmh. des autres, faire des tests, voir ce qui est faisable ou pas. Donc ça, il y avait cette écoute qui pour moi était très importante, et puis, l'envie de reconnaître, les gens, pour leurs valeurs. Par exemple, tu vois, mes 2 ASV, la débutante et l'expérimentée sont toutes les 2 payées à échelon 5, parce que je voyais pas comment je pouvais OK. justifier que, une jeune femme qui fait exactement le même travail que sa collègue, soit payée moins parce qu'elle a moins d'expérience. Moi, je lui demande dès le premier jour de faire la même chose. Alors je la guide, mais elle va le faire, et au moins elle est motivée parce qu'elle est, reconnue à sa juste valeur, et puis dès que je pourrais, j'essayerais de leur proposer des avantages, que ce soit, des primes, que ce soit des chèques, resto le midi, des avantages en nature. J'envisage d'avoir une borne de recharge électrique, donc pourquoi pas recharger leur propre voiture quand elles sont là en journée. Voilà, c'est des choses, où, le but, c'est que la personne se sente, appréciée, valorisée. Ça, c'était très important pour moi, et c'était Mmh. ce que j'arrivais pas à faire dans mon association précédente, sans aucune critique, mais on n'avait pas la même façon de concevoir ça, et je me sentais frustrée. Ouais. Donc là, au moins, je fais ça, comme je l'entends, dans la limite de mes, possibilités financières, mais du coup, comme c'est un échange vraiment régulier avec les Mmh. filles, elles savent ce que je peux et ce que je ne peux Mmh. pas, et elles savent que quand je pourrais, je ferai. Oh génial. OK. Et si on revient, au fait que tu viens de construire un bâtiment, on a beaucoup parlé de l'aspect écologique de ce bâtiment. Est-ce qu'au final, il y a aussi, heu, dans la construction d'un bâtiment, des éléments, qui peuvent permettre de prendre soin de cet engagement, social, que tu observes aujourd'hui dans ce que tu as fait? Oui, je pense, j'y avais pas forcément moi pensé, dès le départ, mais petit à petit, en fait, on cherche le confort avant tout, mais de tout le monde, pas que de soi-même avec son beau bureau. Mais il faut aussi que les assistantes, elles aient, un vestiaire, enfin je dis assistantes, mais il y a des garçons, hein, aussi parfois, et un vestiaire agréable, puissent prendre une douche. J'ai prévu une chambre parce que je sais que, on est des siesteuses, donc si on a envie de faire la sieste, sur notre pause du midi, bah, on peut vraiment se mettre à l'écart et se Mmh. reposer. Heu, le confort, les fauteuils, l'avantage, c'est quand tu fais, tu sais, ton dossier unique d'évaluation des risques professionnels, ce joli document, que te demande la médecine du Mmh. travail. Du coup, tu listes un peu les risques de tes salariés, et tu te dis: «Bah, oui, comment je peux faire pour qu'ils aient pas, Ouais. de fatigue visuelle, de fatigue physique, de troubles musculo-squelettiques, de ci, de ça», et du coup, tu te dis: «Bah, ce qui est bon pour eux est bon pour moi, on fait tous, la même chose»,
et on est dans un environnement qui est agréable et puis l'air de rien, on y pense un peu, mais ça limite forcément le turnover parce qu'une personne qui est heureuse de bosser là, elle va pas vouloir s'en aller. Moi, mon objectif, c'est pas de rechercher des gens, je suis pas RH, hein, Eh oui. donc je vais pas chercher une assistante tous les ans. Moi, si elle est heureuse de bosser là et qu'elle finit sa carrière là, ça m'ira très bien. J'ai pas d'envie de changement, j'ai si elle est heureuse, ça me convient. Donc il y a dans la tête le petit côté patron qui se dit: «Bah, salarié heureux, salarié qui reste aussi». Oui, qui a beaucoup plus de chances de rester, en tout cas, sauf si ses projets, personnels l'emmènent Bien ailleurs, sûr. c'est sûr que le fait de prendre soin de l'environnement de travail des gens et que le travail soit en accord avec leurs valeurs et qu'il leur amène de la satisfaction, ça limite fort le risque de turnover. Ça me fait faire un lien avec la notion d'investissement dont on parlait tout à l'heure. Tu disais, le fait de penser à l'écologie, c'est aussi une manière de faire des économies, financières, hein. Il y a potentiellement, moins d'utilisation d'eau, moins d'utilisation d'électricité. Est-ce que toi, tu as une idée, ou pas, et c'est OK si tu as pas du tout d'idée, hein, mais de la différence, d'investissement financier que ça représente, une construction, écolo, enfin, si je peux le dire comme ça, une construction avec faible impact, écologique, réfléchie de cette manière, par rapport à une construction entre guillemets «classique»? Alors, j'ai pas forcément de chiffres. Ce que je sais, c'est que ça a diminué la différence parce que depuis qu'on est passé à des réglementations thermiques, en 2020, beaucoup plus poussées sur les conforts d'été et conforts d'hiver, il y a eu, des réglementations qui ont évolué par rapport à la dernière réglementation qui datait de 2012, hein, donc c'était quand même pas tout neuf. Du coup, forcément, on arrive assez vite, même avec, les règles de base, à obtenir un bâtiment qui est pas mal du tout. Et après, c'est des astuces, c'est l'orientation des ouvertures, c'est, une ventilation, par le toit, pour l'été, pour pouvoir, en la nuit aller ventiler un peu et rafraîchir ton bâtiment, c'est parfois juste des astuces, pas forcément 10 fois plus coûteuses. Mais bien sûr, oui, globalement, je pense que, à mon avis, il y a quand même facilement, 10 à 20 de surcoût quand même si tu commences à avoir notamment des isolants, écologiques, si tu rajoutes, alors si tu as des panneaux solaires, n'en parlons même pas, mais si Mmh. tu rajoutes, une réserve d'eau enterrée, une borne de recharge électrique, toutes ces petites choses-là, mais elles peuvent être faites progressivement. Moi, tu vois, j'ai préparé le fourreau pour, la borne Oui. électrique, j'ai préparé le toit pour les panneaux solaires, mais c'est des investissements qui sont prévus pour les années à venir parce que je pouvais pas tout faire d'un coup. Ce qu'il faut, c'est avoir Oui. prévu la structure pour pas tout péter et refaire des travaux. Donc c'est et par contre, ce que ça va diminuer, le de faire quelque chose de très écologique ou de très économe, ça va diminuer ton incertitude et ça, c'est assez génial parce qu'on sait pas du tout quel va être le prix de l'électricité dans 5 ans, 10 ans, 15 ans. Tout ce qu'on sait, c'est que ça va pas baisser, ça, c'est sûr et si tu sais que de toute façon, tu en utilises très peu, Ouais. tu seras beaucoup moins impacté par, ces augmentations tarifaires parce que finalement tu es, Mmh. sobre et forcément pour une entreprise, c'est plus intéressant de limiter cette incertitude financière, que tu pourras avoir plus tard, quoi. Génial. J'avais jamais réfléchi, comme ça. Je trouve ça hyper précieux parce que ça peut vraiment, faire éveiller des vocations, j'ai envie de dire, puisque, bah, il y a ce côté, économique, de l'entreprise qui est une réalité quand même qu'on ne peut pas ignorer, hein. C'est une entreprise, ça doit être rentable, sinon ça ne marche pas, et que réfléchir à l'utilisation, de l'énergie, des ressources, qui vont possiblement devenir très, très chères, c'est une manière de vraiment prendre soin de l'entreprise. Donc une personne qui est vraiment, entrepreneur, entrepreneuse dans l'âme peut se dire, «Ah oui, OK, bah, si je veux prendre soin de mon entreprise, réfléchir à l'impact écologique, ça peut m'aider, quoi». Je trouve ça génial. C'est ça. J'adore le lien. Tu parles à des personnes OK, différentes du coup, tu allumes la fibre, économique, de la personne. C'est différent. oui, exactement. Pendant l'interview, tu as dit une phrase que j'ai trouvée très jolie. Tu as dit: «Tes enfants t'ont ouvert les yeux sur les impacts santé de nos actes quotidiens». J'ai vraiment très envie de comprendre ce que tu veux dire par là, et qu'est-ce qu'ils ont ouvert, de quoi ça parlait? Enfin, tu vois? Ouais, beh, en fait, tu te dis, je vais donner à manger à mon bébé et puis, tu fais, une alimentation qui est pas biologique parce que tu as toujours fait comme ça, depuis, 25 ans et après tu te dis: «Oui, mais bon, c'est embêtant quand même, il va, avaler des pesticides», tu commences à t'informer, sur les risques de certains, polluants, et c'est cet impact vraiment de prendre soin puisque c'était mon bébé,
Je me suis rendu compte que je pouvais mieux prendre soin de sa santé si je faisais certaines choses et qui en plus avaient un double effet qui se coule, c'est que, ça prenait aussi soin de la planète. Donc, étant biologiste, on est quand même assez facilement conscient de ça. On sait comment pousse une plante, on sait comment un animal, grandit et donc, assez facilement on comprend l'intérêt, pour, la santé de tout le monde. Puis on le connaît aussi nous dans notre métier de vétérinaire Mmh. avec les maladies collectives, avec cette santé de troupeau qu'on peut avoir appris pendant nos études. Donc, oui, c'est vraiment mes enfants qui m'ont fait Mmh. comprendre qu'on pouvait aussi, vivre plus longtemps et d'ailleurs dans mes pratiques quotidiennes, je suis très orientée médecine préventive. Je pars du principe que si, on tombe pas malade, Ouais. bah, c'est aussi bien. Donc, la nutrition, la zoopsychiatrie parce qu'un chien qui est bien dans sa tête et ben, il aura moins besoin de venir me voir aussi, et puis tout ce qui est, prévention, antiparasitaire mais juste adapté comme il faut, voilà. Si on tombe pas malade, je préfère et finalement, on peut le faire avec des habitudes du quotidien. Génial. Et ce lien que tu fais là avec ta pratique du coup professionnelle, avec la médecine préventive, comment il s'est développé, au fil des années? Je pense pas volontairement, pas consciemment, la nutrition, j'ai toujours bien aimé, j'ai toujours aimé faire la cuisine même pour moi. Donc je pense, je me suis d'abord éveillée personnellement sur ma propre nutrition et puis, après, voilà, j'ai étendu, mon intérêt, à nos petits patients et je me suis rendu compte qu'on pouvait faire des choses fantastiques avec une bonne nutrition, même sur du thérapeutique, hein, et du coup, ouais, ça m'a intéressée petit à petit, mais c'était progressif. Ce qui, d'ailleurs m'embête un peu parce que faire des formations post-diplôme, quand on travaille à temps plein, c'est compliqué et j'aimerais bien pouvoir me spécialiser, mais j'en trouve ni le temps, ni les capacités, là tout de suite. J'aurais bien aimé qu'on nous forme plus sur ces sujets-là, pendant l'école. Ça, c'est vrai que Mmh. c'est dommage qu'on n'ait pas assez vu, toute cette médecine, préventive, nutritionnelle, oui, c'est vraiment dommage. OK. Bah, écoute, je te souhaite dans les années à venir de trouver ce temps pour pouvoir, répondre à cette envie que tu as de développer ça et en tout cas, j'entends que c'est vraiment important pour toi et que ça a fait évoluer ta pratique professionnelle aussi donc il y a quelque chose de vraiment, tes valeurs, elles sont vraiment vivantes, partout. J'ai l'impression, ça c'est vraiment dans tes cellules et du coup, c'est présent partout, finalement dans ta vie. En tout cas, c'est l'impression que ça me donne quand je t'écoute, C'est ça, mais c'est parfois un petit peu une contrainte, hein, parce qu'on y pense tout le temps au quotidien. Je peux pas acheter un truc sans regarder 15 fois, la Ouais. compo, est-ce que c'est bien, pas bien? Je vais me freiner sur certaines choses dont j'ai envie parce que c'est juste pas possible. Donc j'essaye de faire comprendre à mes enfants pourquoi on mange Mmh. pas, en fast-food, toutes les 10 minutes, mais je les empêche pas non plus. Ils ont une vie d'adolescents. Si je commence à les empêcher d'aller, voir leurs copains et de manger avec eux, c'est pas possible. Mais des fois, ça c'est un peu contraignant, hein, d'être un peu, psychorigide comme je peux l'être, j'avoue, hein, il y a pas de problème. Mais, bon après, voilà, je me dis que ça vaut le coup, que je m'embête un peu, mais que c'est pas pour rien, quoi. Ouais, c'est ça. On a parlé très brièvement dans l'introduction de tes loisirs. Qu'est-ce qui t'a amené à, te mettre au jardin? C'est quelque chose que tu faisais déjà avec tes parents? Tu parlais, hein, du fait que, ils étaient, biologistes et que du coup le la nature, le vivant, c'était très présent. Ça vient d'où, cette passion au jardinage? Alors moi, j'ai un papa, qui était responsable, d'une grande, enseigne de jardinerie très connue, mais j'ai jamais jardiné avant d'avoir au moins, je m'y intéressais à peine quand j'étais ado ou jeune adulte et puis c'est quand j'ai eu ma première maison. C'est On a son premier petit jardin, on se dit: «Tiens, on va faire deux trois choses» et puis Mmh. il y a le côté nourricier, on en revient à la nutrition, donc le potager où assez vite on se dit: «Oh bah tiens, je vais faire pousser mes petits trucs tout seul», donc malgré finalement, des parents, très investis dans la biologie végétale, j'ai fait mon adolescente jusqu'au bout. J'ai pas été plus intéressée que ça et c'est plutôt, oui, lors de mes premiers, ma première vie de couple avec jardin, que je me suis dit: «Mais finalement, c'est chouette d'avoir, des OK. jolies fleurs et des tomates dans mon jardin», donc c'est venu très progressivement et puis par contre, c'était évident là d'un coup, que j'allais pas y mettre des produits chimiques, on a directement démarré avec du OK. jardinage, on va dire naturel et puis petit à petit, pareil, on acquiert des compétences,
de permaculture, Ouais. de choses, voilà. Et puis de connaissance des plantes, les unes les autres et de ce qu'elles aiment ou pas. Ouais. Tu t'es formée, sur ces sujets? Tu es allée apprendre? Tu as fait des stages ou pas du tout? Pas du tout, mais j'ai la chance quand même d'avoir un papa qui s'y connaît super bien, donc l'avantage, c'est que quand j'ai une question, je demande. Mais lui aussi a appris différemment. Il a appris, on va dire, de façon traditionnelle, donc parfois, il a pas forcément la réponse, mais comme il aime beaucoup chercher, beh, on cherche ensemble, on expérimente. Il y a des années, ça marche, des années, ça marche pas. Je crois que c'est comme tout le monde dans son petit potager, voilà, il y a des fois, ça rate et bah, c'est pas grave, on apprend de ça et puis on réessaye. Je pense que c'est Mmh. d'ailleurs ce qu'on fera aussi à la clinique, hein, sur certaines choses qu'on mettra en place, ça ratera et puis on arrêtera ou on reprendra, on verra bien. On va faire des essais-erreurs, régulièrement. Ouais, j'adore, c'est ça quand tu dis ça, j'entends le côté, «Ah bah, cette année les courgettes, ça a été incroyable alors que l'année dernière c'était une catastrophe». Bah, il y a l'expérimentation et puis il y a, la réalité du milieu, du contexte, mais j'aime vraiment bien cette idée d'essai-erreur. On expérimente en fait et on voit ce que ça donne. On a des envies, on a des projets et on les met en place et après on évalue, une fois que c'est fait quoi, qu'est-ce qu'on en pense vraiment et qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on veut faire différemment ou qu'est-ce qu'on arrête en fait. C'est ça. Puis des fois, tu as beau avoir tout fait pareil, ça marche pas et là, ça nous ramène, finalement à ce que tu peux rater aussi dans des cas cliniques. Par exemple, tu as tout fait de la même façon, puis cet animal-là, il guérit pas. Donc ça nous ramène à des aléas. Donc j'aime bien ce côté, bah, oui, cette année, mes tomates, j'ai tout fait pareil, mais ça n'a pas marché et bah, oui, ça peut être pareil dans notre boulot et je pense que ça peut nous aider à mieux lâcher prise quand, on a tout fait, comme on pense qu'il faut le faire et puis, beh, ça n'a pas fonctionné pour autant, pareil. Donc faut alors c'est parce que j'ai presque 20 ans de métier, je pense que j'arrive à dire ça, hein, quand j'étais jeune, j'étais pas du tout, j'avais pas le même, lâcher prise du tout. Mais maintenant, on arrive à mieux se dire: «Bon, bah, moi, j'ai fait tout Bien ce que sûr. j'ai pu, et ça n'a pas forcément fonctionné comme je voulais, quoi». Ouais. Ah merci Claire, ça c'est vraiment, super rafraîchissant pour moi de d'échanger avec toi et ça me donne envie de venir découvrir ta clinique et toutes ces belles, initiatives de mes propres yeux. Et si on en revient à toi pour finir cette interview, est-ce qu'il y a un sujet, des choses qui te semblent vraiment importantes et que tu aimerais dire? On a donné plein de conseils en filigrane, aux gens, on a parlé de plein de choses et est-ce qu'il y a un truc vraiment important là qui te vient ou pas important, mais en tout cas, précieux pour toi que tu aimerais pouvoir dire? Je réfléchis comme ça, je pense qu'on a dit quand même beaucoup de choses. Le fait qu'il fallait avoir des valeurs, assez proches pour travailler en harmonie, c'est je pense quand même important, mais rien n'est bloqué. Je Mmh. pense qu'on peut quand même faire des efforts les uns les autres et vivre en groupe. Ça peut se faire. Il y a un volet qui est intéressant et que je développerai, je pense, dans les mois et années à venir, c'est d'éduquer les propriétaires et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur Mmh. et que j'aimerais bien petit à petit, que ce soit sur la nutrition, la prévention de certaines maladies, la vaccination qui est un tel sujet, délicat en France, voilà, arriver à éduquer les gens dans des Mmh. pratiques, plus vertueuses ou et puis scientifiquement éclairées parfois aussi donc mais ça, c'est pas toujours facile donc je ce sera le travail des années, à venir, tranquillement. Ouais, c'est ça. Merci en tout cas Claire, pour tout cet échange. Si les gens, veulent te contacter, veulent échanger avec toi, comment ils peuvent faire? Eh ben, ils peuvent, m'envoyer un petit mail, je ne sais pas si tu communiques ça, au sein du podcast ou comment on fait, mais sans problème. Ils peuvent appeler à la clinique Ouais, aussi, les filles, prendront des notes et puis, on pourra échanger. Je suis sur Ecoveto, sur l'association Ecoveto aussi, donc qu'ils aillent voilà, OK. s'inscrire, adhérer, je fais un peu de pub, mais comme ça, ils auront plein, plein d'infos super intéressantes et puis on a des groupes de bonnes pratiques, d'échanges, donc c'est hyper enrichissant comme ça, mais sinon ma porte est Mmh. ouverte, voilà. J'ai avec plaisir, quand j'ai du temps, entre toutes mes activités, mais quand j'ai du temps, je reçois avec plaisir, les gens. Il y a pas de souci. Génial, merci beaucoup. Bah, on fera en sorte que tes coordonnées, ton email en tout cas et peut-être le numéro de ta clinique soient disponibles sur le podcast. On en arrive du coup à notre dernière question pour aujourd'hui, Claire et pour te la poser, je te propose qu'on fasse un petit bond dans le futur, et qu'on aille au jour où tu prendrais ta retraite ou plutôt sur la fin de ta carrière si tu comptes pas, prendre vraiment de retraite. Et ma question c'est, qu'est-ce que tu aimerais pouvoir dire de ta carrière le jour où elle touchera, plutôt à sa fin?
Vaste question. Je suis un petit peu jeune peut-être pour savoir. J'ai pas forcément réfléchi à ma fin de carrière. Je pense que si je peux avoir respecté le vivant au maximum, que ce soit les petits patients que j'ai eus, les gens avec Mmh. qui j'ai été et la planète autour de moi, en ayant le moins d'impact négatif possible, je crois que je serais contente. Je crois que c'est ça, voilà, respecter tous les autres vivants, humains, animaux, végétaux. Je crois que je serais satisfaite à ce moment-là. Mmh. Magnifique. Merci beaucoup Claire, pour ta présence, pour ce temps qu'on a pu passer ensemble et d'avoir bien voulu, nous en accorder un peu et nous parler de toi et de tout ce que tu as mis en place. C'était un vrai plaisir pour moi de passer ce moment avec toi. Bah, merci à toi, Colline. Je souhaite à nos auditeurs et à nos auditrices une très belle fin de journée et je vous dis à toutes et à tous à très bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Veto Micro. Si le cœur vous en dit, partagez-le à vos amis et à vos collègues, abonnez-vous au podcast et mettez-nous une note de 5 étoiles avec un gentil commentaire. C'est ce qui nous permet de remonter dans les classements et de donner de la voix à la profession. Si vous souhaitez participer à Veto Micro, nous suggérer des invités ou tout simplement nous écrire, faites-le sur l'adresse podcast@themavet.fr. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour écouter une nouvelle façon d'être vétérinaire.